Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier lundi avec le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents du RHDP. Le chef de l'État et le président Bédié ont évoqué la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, la situation au Gabon et l'avant-projet de la nouvelle constitution ivoirienne. Nous sommes le 27 septembre et c'est la journée mondiale du tourisme. Dans ce journal, je vous enverrai découvrir les merveilles touristiques de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Première étape de cette randonnée, la Dandement. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été investi ce mardi 27 septembre pour un second septennat. Le médiateur de la République, accompagné du directeur de cabinet de la présidence de la République, a conduit la délégation ivoirienne à Libreville. Voilà pour le sommaire. Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous rejoindre sur RTI 1. À son Excellence, Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Monsieur le Président et chers frères, la Cour constitutionnelle de la République gabonaise vient de confirmer votre victoire à l'élection présidentielle du 27 août 2016. Le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour vous adresser nos sincères félicitations ainsi que nos vœux de plein succès dans l'exercice de votre charge. Dans la période délicate que traverse le Gabon, je voudrais vous exprimer tous mes encouragements et souhaiter ardemment que le dialogue et l'apaisement prédominent entre toutes les parties pour préserver la paix, la sécurité et le bien-être du peuple frère gabonais. Je me félicite de l'excellence des relations qui ont toujours existé entre la Côte d'Ivoire et le Gabon et entre les Ivoiriens et les Gabonais. Je suis persuadé que nous continuerons de tout mettre en œuvre pour préserver et renforcer davantage la qualité de ces relations. Très haute et fraternelle considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier lundi avec le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, par ailleurs président de la conférence des présidents du RHDP. Entre autres sujets, ils ont évoqué la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, la situation au Gabon et bien sûr l'avant-projet de la nouvelle constitution ivoirienne. Awa Touré pour les précisions. Le président de la République, Alassane Ouattara, après avoir reçu le samedi 24 septembre l'avant-projet de constitution du comité d'experts, est venu prendre conseil auprès de son aîné et allié au sein du RHDP, la coalition au pouvoir. Le chef de l'État et le président de la conférence des présidents du RHDP, Henri Konan Bédié, se sont accordés sur la démarche à suivre pour l'avènement de la Troisième République. Et le président Bédié a été président du Parlement pendant de nombreuses années pour voir un peu comment il voyait cette procédure. Nous nous sommes donc entendus sur la meilleure manière de gérer cette évolution de l'avant-projet de constitution. Et nous ferons des propositions, bien sûr, au président de l'Assemblée nationale et au groupe parlementaire du RHDP pour que le document d'avant-projet soit examiné le plus tôt possible, bien avant mi-octobre, pour permettre le référendum dans les délais appropriés. En plus de cela, avec le président Henri Konan Bédié, nous avons échangé sur la situation sociopolitique dans notre pays et indiqué que le dialogue avec l'opposition doit se poursuivre. C'est d'ailleurs ce que fait le ministre d'État Jeannot Ahoussou, qui a déjà rencontré ces temps-ci le Front populaire ivoirien et les autres partis politiques du cadre permanent de concertation. Et nous sommes convenus également que tout doit être mis en œuvre pour que cette Troisième République soit une réalité dès le début de l'année prochaine. Ce qui sous-entend que les élections législatives doivent se tenir avant la fin de l'année. Nous avons également évoqué la situation dans un pays ami et frère, le Gabon, avec les élections qui viennent de se tenir et la décision du Conseil constitutionnel qui a confirmé la victoire du président Ali Bongo Ondimba. Et nous sommes convenus que nous enverrons
une délégation à son investiture. Évidemment, l'actualité ne me permet pas moi-même de faire le déplacement, mais nous enverrons une délégation de haut niveau pour participer à l'investiture du président Ali Bongo Ondimba et aussi pour apporter un message de paix, d'apaisement. Le chef de l'État a par ailleurs tenu à remercier le président Henri Konan Bédié qui a fait le déplacement depuis Daoukro pour cet entretien avant de relever son sens élevé de l'État. Je vous le disais en titre, nous sommes le 27 septembre et ce mardi est la journée mondiale du tourisme. Promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous, voilà le thème choisi cette année. Le ministre du Tourisme livre ici le message du gouvernement. C'est au micro de Patricia Omouetia. La journée mondiale du tourisme, célébrée le 27 septembre de chaque année, vise à sensibiliser à l'importance du tourisme et à sa valeur sociale, culturelle, politique et économique. Les célébrations officielles de cette année se tiendront à Bangkok, en Thaïlande, avec pour thème « Promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous ». Il existe de par le monde de nombreuses personnes handicapées, de jeunes enfants, des personnes âgées et autres catégories d'individus sujets aux difficultés de déplacement qu'aggrave une certaine absence d'informations fiables et de commodités susceptibles de les y soustraire, tant sur le plan des activités touristiques que sur celui des activités de tous les jours. Il est donc de la plus haute importance que la Côte d'Ivoire et pour toute autre destination, d'admettre la nécessité de l'accessibilité dans le tourisme par une adaptation de l'environnement physique. L'accessibilité universelle dans le tourisme est une responsabilité partagée de toutes les parties prenantes du secteur du tourisme. Au plan national, la célébration officielle aura lieu le mois prochain à l'intérieur du pays. Le choix de Daoukro, capitale de la région de l'Ifou, pour la célébration de la Journée mondiale du tourisme en 2016, répond au fait que cette ville, jadis enclavée, sort de son isolement avec de grands travaux d'infrastructure réalisés ces dernières années afin d'en faciliter l'accès. Au programme des célébrations officielles, des experts dans les domaines de l'accessibilité et du tourisme viendront échanger leurs points de vue pour faire progresser les priorités du tourisme pour tous. Et c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire que je vous amène à présent. L'ouest de la Côte d'Ivoire, une région touristique donc du pays. Vous découvrirez la Dent de Mans, un mont d'environ 900 mètres d'altitude situé à 8 km de la ville et qui surplombe fièrement la ville. En plus de son massif montagneux très impressionnant, la région peut se targuer d'avoir d'autres potentialités qui feront le bonheur des touristes. Ce sont notamment des cascades, des ponts de lianes et bien d'autres. Eve Boué, notre correspondante dans la région. Voilà notre objectif qui se dresse fièrement devant nous. La Dent de Mans, un ensemble de roches jumelles dont le plus haut sommet culmine à 881 mètres. C'est le symbole de la ville de Mans. C'est à Glonglin, le village qui héberge cette montagne, que commence notre randonnée. Nous sommes avec Célestin, notre guide touristique. L'ascension proprement dite débute vers 9 h. Le chemin n'est pas balisé et le relief très accidenté. Dans un premier temps, une colline a franchi et à 10 h passé le quart, nous arrivons au pied de la Dent de Mans. Il faut reprendre quelques forces avant de continuer. D'autres randonneurs se joignent à nous. Je suis quitté à Abidjan. J'ai toujours entendu parler de la Dent de Mans. La montée, c'est pas facile, mais on dit que c'est l'arrivée qui compte. Et hop, nous entamons la seconde partie de notre ascension. Il est maintenant 10 h 25. Encore une autre heure et demie à grimper. Et vers midi... Et oui, après l'effort vient la récompense. Nous sommes maintenant sur la grande Dent de Mans. Et vous voyez en contrebas la petite dent. N'est-elle pas magnifique cette vue? Et voilà la ville de Mans dans sa cuvette naturelle. Après nous être délectés de ce spectacle, nous amorçons notre descente. Et pour boucler la boucle, un détour dans un autre endroit tout aussi superbe. Les cascades naturelles de Glonglin, situées à quelques encablures de la montagne. Hélas, très peu visitées, car il faut parcourir plus de 2 km à pied à partir du village. Magnifique ces chutes d'eau, nous n'avons pu résister et nous nous sommes offert une petite baignade dans les eaux fraîches. Et c'est ici que finit notre randonnée. Mais avant de vous dire au revoir, nous vous invitons à venir découvrir la région de l'Ouest montagneux, une des régions touristiques par excellence de la Côte d'Ivoire.
Mans est appelé la cité des 12 montagnes à cause de nombreuses chaînes de montagnes qui l'entourent et qui lui confèrent un climat doux et frais. On y trouve d'ailleurs le mont Tompi, l'un des plus hauts sommets de la Côte d'Ivoire avec 1189 mètres. Vous pourrez admirer entre autres les cascades naturelles de Jardin Pleu, des magnifiques chutes d'eau de 20 mètres situées à 3 km de la ville. La forêt sacrée de Gbèpleu avec sa forte concentration en singes verts appelés Chlorocebus sabaeus. Les ponts de lianes de Lié-Pleu à Danané et de Vatou à Zomouni. Après donc des années de crise qui ont fortement ébranlé certains de ces sites touristiques, la région amorce un regain d'activité et espère redevenir le fleuron touristique d'antan. C'est un reportage signé Eve Boué. Après l'ouest du pays, je vous propose maintenant de découvrir les sites touristiques de la région du Poro, en compagnie de la MUCAF, la mutuelle des agents du contrôle financier de Korogo. Le guide du jour s'appelle Teresta Peyoboué. Comment les mutuelles peuvent-elles contribuer au développement national par la promotion du tourisme intérieur? La question était au centre d'une conférence du Dr Hippolyte Kouadio de l'Office ivoirien du tourisme à Korogo. Cette conférence a été organisée par la MUCAF, la mutuelle des agents du contrôle financier de Korogo, qui a initié une journée dénommée Korogo Tour 2016. Au-delà du renforcement des liens d'amitié, la MUCAF veut participer au développement du pays, découvrir les richesses culturelles dont regorgent les régions. Les membres de la MUCAF ont ainsi visité Ouaragnyéré, le village des Tisserands, les sculpteurs du coco, découvert les richesses culturelles de la localité, notamment le balafon Noufo, la danse boloy. Outre la visite des sites touristiques, les membres de la MUCAF ont fait don au CHR de Korogo et au Centre des handicapés mentaux. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux dirigeants de la mutuelle pour leur geste en faveur des démunis. La journée a été également marquée par des rencontres sportives. 9 ans de prison pour Ahmed Al-Faki Al-Mahdi, reconnu coupable par la CPI de la destruction de mausolées à Tombouctou. L'ex-djihadiste d'Ansardine devait répondre de la destruction de 9 mausolées de la ville et de la porte de la mosquée Sidi Yahya, des monuments classés au patrimoine mondial de l'humanité. Le nouveau chef économiste de l'AFD, l'Agence française de développement, est en visite en Côte d'Ivoire. Au cours de cette visite, Gaël Giraud rencontre les plus hautes autorités du pays. L'objectif étant d'améliorer l'impact de l'aide publique au développement, notamment dans la mise en œuvre de nouveaux programmes de recherche avec diverses institutions nationales. Lanciné Bakayoko, Jean-Jacques Kouaméala. Cette première visite en Côte d'Ivoire de Gaël Giraud, nommé en janvier 2015 chef économiste à l'Agence française de développement, devrait aboutir à la reformulation des politiques publiques en matière d'aide. L'idée, c'est que l'Agence française de développement soit présente et accompagne la Côte d'Ivoire sur son cheminement vers l'émergence, pas simplement à travers du financement, mais aussi à travers un véritable dialogue de politique publique, à la fois avec les autorités politiques ivoiriennes et la société civile. L'objet de ma visite en Côte d'Ivoire est de signer un mémorandum de dialogue stratégique avec les autorités ivoiriennes. Ce mémorandum de dialogue, instrument de coopération efficace, est destiné à donner une meilleure réponse aux problèmes communs qui se dressent sur le chemin du développement inclusif. Au fond, nous avons tous les mêmes difficultés. Si vous voulez, les problèmes qu'on a dans les banlieues de Paris sont un peu les mêmes, mutatis mutandis, que ceux qu'on a à Abobo, dans la banlieue ici d'Abidjan. Et donc, ce que nous voulons, nous, c'est avoir une plateforme de dialogue dans laquelle nous allons apprendre des extraordinaires initiatives qui sont prises par la société civile ivoirienne aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire pourra apprendre aussi des initiatives que nous prenons sur le territoire domestique français. Le deuxième contrat de désendettement et de développement que gère l'Agence française de développement porte aussi environ 720 milliards de francs CFA. Venons-en au lancement de la caravane de sensibilisation sur l'application du règlement 14 de l'UEMOA relative à l'éradication de la surcharge extrême à Bouaké. Initiée par la Fédération ivoirienne des consommateurs Réveil, la caravane vise à permettre aux acteurs du transport de s'approprier cette loi qui entre en vigueur en Côte d'Ivoire à partir du 1er octobre 2016. Le reportage de nos confrères de RTI Bouaké.
Bouaké, lancement de la caravane de sensibilisation sur le règlement 14 de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises. Mesure applicable en Côte d'Ivoire à partir du 1er octobre 2016. Initiée par la Fédération ivoirienne des consommateurs, le Réveil, FICR, la campagne vise à expliquer le bien fondé de la mesure aux transporteurs pour leur permettre de se conformer à la disposition légale. Je suis très heureux que les transporteurs ont bien compris le bien fondé de ce règlement 14 de l'UEMOA relatif aux surcharges extrêmes. Ils se sont engagés eux-mêmes de faire ce travail et sensibiliser les acteurs, les chauffeurs, pour que désormais les surcharges cessent. Pour Soumaro Benfali, président de la FICR, tout contrevenant sera passible de sanctions à partir du 1er octobre. Quand on dit que ça ne sera plus toléré, ça veut dire que maintenant qu'il y a la répression. Donc l'amende qui va être appliquée va décourager ceux qui tenteront de faire les surcharges parce qu'on fait surcharge pour pouvoir gagner. Mais si vous devez payer plus, c'est comme si vous payez une marchandise à 1000 francs, on vous dit de dédouaner à 2000 francs. Donc, il vaut mieux ne plus payer la marchandise. Soumaro Benfali exhorte donc les transporteurs à se conformer à la mesure. La sensibilisation prend fin le 30 septembre prochain. La Sodefort célèbre son cinquantenaire face à l'ampleur des dégâts causés aux forêts ivoiriennes ces dernières décennies. La Société de développement des forêts veut à l'occasion de cette célébration miser sur l'élaboration de nouvelles stratégies qui seront étendues aux forêts classées. L'objectif, c'est de trouver des solutions durables en vue de la reconstitution du couvert forestier. Grace Kando. Le développement de la production forestière, la valorisation des produits de la forêt et la sauvegarde des zones forestières sont entre autres les missions dévolues à la Société de développement des forêts Sodefort. Cette structure gère 234 forêts classées d'une superficie de 4,200 millions d'hectares. 50 ans après, beaucoup a été fait dans les domaines de l'aménagement, de la protection des forêts et du reboisement. En 50 ans, c'est 2 500 000 hectares de forêts aménagées, c'est 210 000 hectares de reboisement industriel réalisés, mais c'est également 2 centres de bouturage qui ont été mis en place. C'est la mise en place des politiques de gestion des forêts naturelles, mais également des reboisements. Des acquis certes, mais quelques difficultés demeurent. Il s'agit entre autres de la diminution de la subvention de l'État, l'insuffisance des ressources humaines et l'envahissement des forêts classées par les populations pour l'agriculture et l'orpaillage. La Sodefort veut pallier toutes ces difficultés. La première des choses, il faut protéger ces forêts. Et si nous assurons une protection effective, intégrale, même s'il n'y a pas de reboisement, les forêts vont se reconstituer d'elles-mêmes. Et c'est pour ça que nous avons élaboré un plan de reboisement qui s'étend sur 25 ans, de la période de 2016 jusqu'à 2025, et qui concerne 350 000 hectares, en raison de 35 000 hectares par an, ce qui n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire. Et ça va nous permettre rapidement de porter le potentiel actuellement de reboisement à plus de 500 000. 50 ans d'activité de la Société de développement des forêts, le grand défi de la Sodefort, la reconstitution du couvert forestier ivoirien par des actions de sensibilisation. Voilà 4 ans que les habitants du quartier d'Ivo de Koumassi ont les pieds dans l'eau. Une situation due aux inondations, une situation qui dure, mais que les populations acceptent de moins en moins. Se disant lassées de vivre dans ces conditions, elles se sont soulevées vendredi dernier pour crier leur indignation et lancer un appel aux autorités, un appel aux allures des SOS. On est fatigué avec l'eau de cas. Aujourd'hui, maintenant, c'est débordé. Ça sort même dans nos maisons. Il faut qu'une solution soit trouvée séance tenante. Parce que ce quartier-là se meurt, cette cour-là se meurt, les gens de cet endroit se meurent. Réaction bien compréhensible. Voici l'état du quartier d'Ivo à Koumassi où vivent ces dames quand vient la saison des pluies. Des difficultés à se déplacer, mais pas que. Cette eau sale est une vraie menace pour la santé des habitants. Les conteneurs de la SODECI se trouvent dans les eaux usées.
Comment peut-on boire ça? Et depuis un certain moment, c'est la diarrhée, c'est les vomissements, c'est la fièvre typhoïde qui bat son plein. Un calvaire qui dure depuis 4 années. Interrogés sur les causes, les victimes accusent. La plupart des habitants de Sopim et 147 ont construit sur les égouts. Ce qui fait que la SODECI n'arrive pas à travailler convenablement. On a fait appel à la mairie et tout, ils viennent, mais bon, il n'y a pas de suite. Tantôt les propriétaires de domicile, tantôt la SODECI, tantôt l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, quelquefois mis en cause et ayant eu écho de notre présence, le maire de Koumassi arrive sur les lieux. Ce n'est pas le travail qui relève des compétences de la mairie. Nous avons eu une séance de travail avec l'ONAD de la SODECI, au cours de laquelle nous avons recensé tous les quartiers où il y a eu des constructions. Et l'ONAD nous a promis de venir détruire ces constructions pour faire les travaux. Mais depuis, nous attendons. Visiblement, les cris de détresse des populations et notre présence font bouger les choses. On peut apercevoir le camion-citerne de l'ONAD qui fait son entrée dans le quartier. Les gens qui ont acquis les maisons de l'opération immobilière Sopim ont fait des extensions de leurs concessions. Et ces extensions-là ont emprisonné le réseau d'eau usée. Maintenant, en ce qui concerne la résolution en profondeur de ce problème-là, l'ONAD a déjà engagé une opération dans laquelle on envisage de libérer toute l'emprise du réseau qui est occupé. Et c'est une opération qui est prévue pour démarrer même la semaine prochaine. La fin du cauchemar, c'est peut-être plus loin. Les populations disent avoir le regard tourné vers les autorités. Mais en attendant, on se déplace comme on peut et les plus chanceux restent ceux qui sortent les grands moyens. C'était un reportage de Malika Koulibaly et Franck Quadio. Les habitants de la cité d'Okuyi Extension également vivent une situation qui les inquiète, et cela depuis une décennie. Entre autres difficultés auxquelles ils sont confrontés, l'on note le problème d'électricité et de voirie. Roger Amand, Hermaniamien. d'Okuyi Extension, une cité située sur la route d'Abobozo entre l'hôpital militaire d'Abidjan-Achma et l'université Nanguya-Brogwa. Malgré son allure moderne, ce secteur d'Abidjan traîne de nombreux maux. Les habitants de ce quartier sont confrontés aux coupures intempestives d'électricité. Les voies d'accès à la cité ne sont pas mieux loties. Elles sont toutes impraticables. d'Okuyi Extension, ici, nous avons deux problèmes critiques. Problème de voirie, problème d'électricité. Il y a des femmes qui ont même accouché ici parce qu'il n'y a pas eu de secours. Il y a des gens qui se sont fait agresser ici parce que le secours n'a pas été au point. En cas d'urgence, nous avons toujours été les premiers secours, nous-mêmes d'abord, parce que même s'il y a incendie ici, on a remarqué plusieurs fois, il y a eu des incendies ici. Les sapeurs-pompiers arrivent, ils ne peuvent pas rentrer. Même s'il y a des histoires de braquage, CCDO ne peut pas rentrer. Bon, quand on va au marché, arrivé au carrefour là, on prend des brouettes. Soit on nous prend 300, 500 pour venir. Ça, tu veux voyager aussi, c'est la même chose là. Sur ce passage ouvert à la main par les riverains se trouve le pont de tous les dangers. Quand on venait nouvellement dans ce quartier, le ravin que vous voyez tout juste derrière, c'était un petit trou. Quand on galopait, on sautait. Mais aujourd'hui, à cause de la pluie, le trou est devenu un vrai ravin. Et on est obligé de mettre des points de fortune pour pouvoir accéder à l'autre côté de la voie. Et vraiment, ça constitue un véritable risque pour les enfants qui traversent le trou pour souvent partir à l'école. Même il y a des ordures même dedans tout ça là. On n'a pas de route, on est malade, on se soigne comment? Devant toutes ces difficultés, les habitants du quartier appellent à l'aide. On souhaiterait, avec la bonne volonté des autorités, que s'ils peuvent vraiment avoir un penchant pour ce quartier. Vraiment, on souffre. On prie Dieu que le gouvernement n'a qu'à regarder notre côté. Parce que, franchement dit, on ne peut pas partir que là. Ces problèmes que vivent les populations des d'Okuyi Extension ne sont pas méconnus des autorités municipales d'Abobo. Elles envisagent des solutions pour les sortir du calvaire. Les problèmes de voirie, c'est des préoccupations au niveau de toute la commune. C'est une chance peut-être pour cette cité de faire partie du bassin de Gourou, qui est un financement de la BAD, qui va s'occuper quand même des voies. Pour stabiliser l'érosion à ce niveau,
aussi pour permettre l'évacuation des ordures. On y pense, mais il y a beaucoup à faire. On va doucement et par priorité. Au problème spécifique de l'électricité, on est en pourparlers avec le ministère en charge de l'énergie. On a parcouru quand même depuis zone ouest jusqu'au Dokuy. On a même identifié des zones avec la Côte d'Ivoire Énergie pour placer les postes transformateurs. Et donc c'est après le positionnement des postes avec les deux arrivées de postes sources de Ashma et de Yopougon qu'on va passer maintenant au maillage dans les quartiers. En attendant les actions fortes des autorités municipales, les problèmes sont réels et se vivent au quotidien à Dokuy Extension. Les retraités résidant dans la commune de Yopougon veulent désormais parler d'une voix, une seule et même voix. Pour ce faire, ces personnes du troisième âge, au nombre de 25 000, viennent de mettre sur pied une confédération qui englobe l'ensemble des 16 associations que compte la commune. La confédération a été présentée officiellement le samedi dernier aux autorités municipales. Le témoignage d'Herman Niamie. Ils ont décidé d'être ensemble pour mieux défendre leurs intérêts. Membres de ces associations au départ, les retraités du privé et du public résidant dans la commune de Yopougon veulent évoluer désormais en rang serré. Leurs besoins sont énormes et tout leur espoir repose sur la confédération qu'ils viennent de porter sur les fonds baptismaux. Les autorités, les partenaires ne savaient pas à qui s'adresser pour les retraités. Et aujourd'hui, avec la Confédération, ce sera chose faite. Les autorités, si elles ont quelque chose à dire ou à faire pour les retraités, s'adresseront à la Confédération. Rien de grand ne peut se faire dans la désunion. Et l'initiative de ces personnes du troisième âge est applaudie par les partenaires. Pour eux, la Confédération des retraités de Yopougon est un partenaire idéal. Quand vous avez 15 associations qui ont les mêmes préoccupations, pourquoi ne pas demander qu'elles se regroupent? Que Dieu merci, toutes les associations ont compris et toutes les associations ont décidé de se regrouper. À partir de ce moment-là, l'IPCGRAE a un seul interlocuteur. On pourra définir ensemble un plan d'action, identifier des projets, identifier des actions au bénéfice, c'est vrai, des retraités, mais aussi au bénéfice de toutes les communautés. Des belles promesses que le président de la Confédération veut faire bénéficier à l'ensemble des 25 000 retraités que compte la commune de Yopougon. La cérémonie de présentation officielle de cette confédération était en même temps celle de l'investiture de son premier président. Aux côtés des retraités de Yopougon, il y avait l'UNACI, l'Union nationale des retraités de Côte d'Ivoire, et la mairie de Yopougon. La libéralisation de l'espace audiovisuel est annoncée en Côte d'Ivoire d'ici la fin de l'année 2016. Pour mieux aborder l'avènement de nouvelles chaînes, une rencontre de concertation entre acteurs du milieu de la presse et décideurs s'est tenue récemment à Yamoussoukro. Ce cadre a permis de réfléchir afin de proposer un régime fiscal adapté aux entreprises de presse visant à assurer leur viabilité. Du papier à l'audiovisuel et au numérique, quelle réforme fiscale pour favoriser l'essor et la viabilité des entreprises de presse en Côte d'Ivoire? Tel est le thème du séminaire sur les réformes fiscales des entreprises de presse tenu à Yamoussoukro. 3 jours durant, des acteurs de ce domaine d'activité d'une part et d'autre part des décideurs de la Direction régionale des impôts, des douanes, du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire ont eu des échanges sur le sujet. Il s'agit de proposer un régime fiscal adapté aux entreprises de presse écrites, audiovisuelles, numériques et distributeurs de presse, de sorte à favoriser leur implication dans le processus démocratique ainsi que leur viabilité et assurer la stabilité des emplois du secteur. Attribuer le même régime fiscal et social à une entreprise de presse au même titre que les entreprises d'autres secteurs d'activité constitue un gros handicap à la promotion de la presse. Les participants saluent l'initiative mais émettent des doléances. Nous n'avons pas demandé des annulations pures et simples, nous avons demandé des exonérations. Rappelant les actions déjà menées en faveur de la presse en Côte d'Ivoire, le ministère de la Communication rassure. On peut affirmer que l'État a été attentif aux problèmes de ce secteur. Toutefois, cela n'empêche pas un réexamen des nouveaux besoins du secteur avec l'apparition de nouveaux supports comme la presse numérique.
Organisé par le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, REPRELSI, avec l'appui financier du bureau de l'UNESCO à Abidjan et du Fonds de consolidation de la paix, cette rencontre de concertation a été parrainée par le ministère de la Communication. L'actualité hors de nos frontières, 3 jours seulement après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été investi ce mardi 27 septembre pour un second septennat. Le médiateur de la République, accompagné du directeur de cabinet de la présidence de la République, ont conduit la délégation ivoirienne à Libreville. Aux États-Unis, toujours en bref et en images, les 2 candidats à la Maison-Blanche, Hillary Clinton et Donald Trump, étaient face à face hier lundi soir au cours d'un débat télévisé. Débat très dense et tendu entre Hillary Clinton et Donald Trump. La candidate démocrate à la Maison-Blanche a choisi d'adopter une stratégie d'attaque pour ce premier échange d'1 heure et demie avec son adversaire républicain. Selon les premiers échanges, les premiers sondages réalisés par les médias américains, ce serait Hillary Clinton qui aurait, aux yeux du public, imposé le tempo du débat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur RTI.